Guys, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, tout d'abord, nous allons rendre hommage à l'une des légendes de Manchester United qui a rendu l'âme hier. Nous allons revenir sur une interview de Bruno Fernandes avec Supersport. Nous allons décortiquer ensemble la conférence de presse de Ruben Arubena et enfin, les prédictions comme d'habitude. C'est parti. Guys, triste, mais malheureusement, la dernière légende du trio infernal de Manchester United a également rendu l'âme hier. Donc après la date du 25 novembre 2005, date de décès de George Best, après également la date du 21 octobre 2023, date de décès de Sir Bobby Charlton, c'est maintenant malheureusement la date du 17 janvier 2025 qui devient mémorable pour l'ensemble des supporters de Manchester United. Jusque-là, notre club totalise 4 ballons d'or, 1964 Denis Law, 1966 Bobby Charlton, 1968 George Best et enfin 2008 Cristiano Ronaldo. Cela voudrait dire que de 1964 jusqu'à 1968, 4 ans, notre club a totalisé 3 ballons d'or. La grande épopée de Manchester United. J'aurais tellement voulu être présent à cette époque, honnêtement. Mais pour être franc avec vous, jusque-là, Denis Law, pour moi, c'était un peu en quelque sorte le vilain petit canard. Pourquoi ? Parce que j'avais vu un reportage il y a quelques années qui disait que Denis Law avait marqué un but alors qu'il évoluait sous les couleurs de Manchester City. Il avait marqué un but contre Manchester United et malheureusement, c'était ce but qui nous avait condamnés en deuxième division en 1974. Donc pour moi, jusque-là, dans les 3, le chouchou c'était George Best. Du moins, d'après ce que j'ai vu, c'était le plus talentueux, le plus prodigieux. Malheureusement, il n'avait pas une très bonne hygiène de vie, donc comme on l'a souligné, il est décédé en 2005. Bobby Charlton, c'était celui qu'on voyait régulièrement aux côtés de Sir Alex Ferguson. En plus de cela, il a son nom à Old Trafford. Et enfin, Denis Law était pour moi, encore une fois, le vilain petit canard, celui qui a condamné son ancien club en deuxième division. En réalité, Manchester United était déjà relégué un match avant cette rencontre. Donc il marque le but. Sous l'action, il reçoit une passe, il a le réflexe de faire une talonnade, il marque et il nous dit « c'est la toute première fois dans l'histoire de ma carrière, c'est la toute première fois que j'aurais aimé ne pas marquer ». Sur le coup, je me suis retourné vers l'arbitre en pensant peut-être être hors-jeu ou alors en pensant que l'arbitre allait siffler une faute imaginaire, mais en tout cas, c'est la toute première fois que j'aurais voulu ne pas marquer. Bon, comme on l'a dit, Manchester United était déjà relégué, mais cerise sur le gâteau, c'est la dernière fois qu'il touchait un ballon de foot dans sa carrière. Parce que juste après, il est sorti et derrière, il a pris sa retraite. Donc, la toute dernière fois qu'il a touché un ballon, c'était malheureusement un but contre son club de cœur. Après, il faut aussi souligner qu'apparemment, à l'instant T, donc dans les années 1974, la rivalité qu'il y avait entre Manchester United et Manchester City n'était apparemment pas aussi poussée. D'ailleurs, même leur coach, Matt Busby, a été à un moment donné capitaine de Manchester City. Donc apparemment, il y a eu plusieurs joueurs qui ont fait la navette entre Manchester United et Manchester City. Donc en réalité, ce n'était pas aussi grave. Mais là, il arrive à Manchester City, il te marque un but. Mais encore une fois, dans mon souvenir, en tout cas dans le reportage que j'avais lu, c'était lui qui nous condamnait. Et jusque-là, honnêtement, ça ne passait pas. Je lui en voulais parce que de 1, pour moi, c'est une trahison de jouer sous les couleurs de Manchester City alors que tu es joueur de Manchester United. Et en plus de 2, voilà, ce but-là qui nous condamne, je me suis dit, mais bon, on était déjà relégués. Et puis bon, ben voilà, quand on l'écoute, sincèrement, c'était vraiment désastreux. Et encore une fois, il aurait espéré ô combien que l'arbitre siffle hors jeu. Que bon, c'est un professionnel, il reçoit la passe sur le coup, il est obligé de marquer. Et donc, voilà. Donc, guys, on parle souvent dans Naruto des 3 ninjas légendaires. Là, pour nous, malheureusement, vous allez à Old Trafford, il y a une statue des 3, donc Denis Law, Bobby Charlton et George Best. Les 3 sont gone. On peut leur dire big up à eux. Et puis, voilà. Ensuite, nous allons nous tourner rapidement vers l'interview de Bruno Fernandes avec Supersport. Et il y a 3 points qui ont attiré mon attention. Point numéro 1, c'est quand il nous dit « Tous les Portugais ont le sang chaud ». C'est-à-dire que très rapidement, on peut sortir de nos gants
et très rapidement, on est capable de le calmer également. En parlant de Rubén Arubena, est-ce que sincèrement, vous pensez que Diego Dalot également, il a le sang chaud? Mais de là à généraliser la situation, cela pourrait peut-être expliquer le fait que derrière, Bruno Fernandes passe son temps à râler, passe son temps à s'énerver sur le terrain. Mais honnêtement, est-ce que vraiment c'est dû à tous les Portugais? Est-ce que vraiment c'est une question de nationalité? Je m'interroge. Ensuite, il a longtemps insisté sur le cas Amad Diallo, en disant que jusque-là, tout ce qu'il rentre faire là actuellement, ce n'est une surprise pour personne. Tout ce qu'il fait actuellement, il le faisait déjà avant. C'est juste qu'avant, malheureusement, et là il le souligne très bien, avant malheureusement, il n'avait pas l'opportunité. Donc guys, comment est-ce que vous interprétez cela? Tout ce qu'il fait jusque-là, ce n'est une surprise pour personne. C'est juste que malheureusement, avant, il n'avait pas l'opportunité. Donc guys, on va bien évidemment se diriger vers Ten Hag qui venait nous dire « Ouais, j'ai des blessés, back four, back four, back four ». Guys, ce qu'il a fait, je suis désolé de ramener ça encore une fois sur le couvert, c'est du suicide. Tu as un joueur aussi talentueux et tu refusais coûte que coûte de nous le faire jouer. Tu préfères même aller faire jouer un Mazraoui qui est censé être latéral, un Mazraoui en 10 plutôt que d'aller le faire jouer. À ne rien y comprendre. Donc encore une fois, tout ce qu'il fait là actuellement, c'est une surprise pour personne, il le faisait déjà avant. Par contre, il a insisté sur le fait qu'il doit rester sur terre. Donc c'est pour ça que malgré le fait qu'il ait marqué un triplé, qu'il marque encore jusque-là, chaque fois il est derrière lui. Et ça j'aime bien, en tant que capitaine, il est toujours sur son dos en lui disant « Bah écoute, c'est comme si tu n'as rien fait ». En gros, histoire de véhiculer encore cette faim, ce désir ardent là. Il ne faut pas qu'il vienne se dire « Ouais, ça y est, j'ai marqué un triplé, j'ai accompli de grandes choses, c'est bon ». Non, il dit que systématiquement, il est sur son dos en train de lui dire « Bah écoute, continue à bosser, oublie ce que tu as fait, fais comme si tu n'as rien fait, on repart à zéro, reset, systématiquement. Il n'a certainement pas envie qu'il prenne le melon, la grosse tête, en disant « Ouais, bah c'est bon, j'ai accompli ». Et donc là, moi je dis masterclass en tant que capitaine, c'est bien, parce que ces jeunes joueurs-là, on l'a vu avec Rashford. Rashford, quand il vient d'arriver, c'était un joueur ô combien talentueux. Et vous voyez ce sourire-là? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand Rashford marquait, il avait un sourire mais tellement beau, tellement agréable à voir. À l'époque, en tout cas. Et au fur et à mesure, il y a eu quelques situations qui font que ce sourire-là, il a disparu. Pourtant, le salaire, il a augmenté, mais ce sourire, il a disparu. Tu joues pour le club de ton cœur et tu n'as plus envie. Et il ne faut surtout pas faire la même erreur avec Amad Diallo. Et je suis d'accord avec Bruno Fernandes. Enfin, troisième point, il a insisté que là, le goal, l'objectif principal de ce club, c'est de gagner des trophées. Nous voulons gagner des trophées. Donc là, on sait que par rapport à la distance qu'il y a entre nous et Liverpool, la Première Ligue, c'est mort, está muerte. Mais il nous reste encore la FA Cup, il nous reste encore l'Europa League. Notre objectif, ce serait au moins d'en gagner une. Donc nous allons nous battre pour aller encore et encore gravir les échelons pour pouvoir vraiment mettre la main sur au moins un trophée. Ensuite, on lui a posé la question, est-ce que genre tous les joueurs qui débarquent à Manchester United, leur objectif principal, c'est de gagner des titres? Il dit, à ma connaissance, oui. En même temps, c'est normal. Tout celui qui vient à Manchester United, normalement, il se dit que quand il vient à Manchester United, il aura une chance de se battre pour gagner des trophées. C'est l'objectif du club. Certes, en ce moment, c'est pas la joie, c'est pas gai de notre côté, mais quand tu viens à Manchester United, tu veux coûte que coûte remporter un trophée. Et donc, on va rapidement maintenant se tourner sur sur le preview, sur donc la conférence de presse de Rubén Arubena. Et encore une fois, bon, il avait déjà dit les lignes majoritaires. On rappelle encore une fois que la conférence de presse a eu lieu hier, donc avant-hier. Donc elle a eu lieu juste après la conférence de presse donc, contre Southampton. Donc en général, c'est d'affilée. Donc généralement, ce sont les mêmes questions. Donc généralement, c'est assez mélangé. Et donc, il y a 3 points également qui ont attiré mon attention. Premier point, c'est quand il nous dit que les joueurs, du moins certains joueurs, sont fatigués. C'est fort possible. Je me dis même que c'est vrai d'ailleurs. Il a souligné le cas d'Ugarte. Je vais revenir tout à l'heure sur le preview. Mais guys, Ugarte est indispensable pour le match de demain. Si Ugarte n'est pas dans un grand jour, je sais, c'est moi qui vous le dis. Mais bref, on referme la parenthèse. Si Ugarte n'est pas dans un grand jour,
Ça va être compliqué. Parce qu'en réalité, le seul joueur qui est capable donc d'aller récupérer le ballon, qui est capable d'exercer ce pressing intense, c'est Ugarte. Donc, conclusion, ce n'est pas Bruno Fernandes, c'est pas Meno, vous allez peut-être me dire Colliers. C'est la raison pour laquelle peut-être qu'il faudrait, selon moi, pourquoi pas ne pas colmater un duo entre Colliers et Ugarte, justement, histoire de l'épauler. Parce que déjà, il n'est pas en forme, mais quelqu'un qui pourrait l'aider. Donc, nos joueurs sont fatigués. Le problème dans cette histoire, c'est que là, nous allons rentrer encore une nouvelle fois, malheureusement, dans une série où nous allons jouer tous les 3 jours. Jeudi, dimanche, jeudi, dimanche, jeudi, dimanche, jeudi, dimanche. Et là, malheureusement, le match contre Southampton jeudi dernier, ce n'était que le 2e. Donc là, on va jouer Brighton. Ensuite, on joue les Rangers, toujours à domicile. Ensuite, on joue Fulham. Ensuite, on rejoue contre une équipe d'Europa. Mais en tout cas, là, c'est reparti jeudi, dimanche, jeudi, dimanche. Donc là, ce n'est que le 2e. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite alors, dans ce cas? C'est une question qu'il faut poser. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment nous allons réagir par la suite? Donc, premier point. Deuxième point, on a posé la question sur Rasmus. Est-ce que justement, il était inquiet sur le fait que Rasmus ne marquait pas tant de buts que ça? Et là, il dit que selon lui, c'est collectif. Ce n'est pas que dû à Rasmus, mais ça, il avait déjà souligné lors de la précédente conférence de presse. Il dit Manchester United n'est pas aussi souvent qu'il le souhaite en tout cas dans le dernier tiers du terrain. C'est-à-dire que nous avons le ballon, on fait circuler, mais on est souvent soit dans notre moitié de terrain, soit donc à la ligne médiane, mais très rarement nous nous retrouvons dans le dernier tiers du terrain. Et donc, nous ne produisons pas autant d'opportunités pour Rasmus. Et là, il fait une petite tacle. Je ne sais pas si c'est un petit tacle, mais pour moi, c'est un petit tacle parce qu'il dit cette équipe, pendant des années, elle a joué en contre. Du coup, justement, quand ils arrivent dans le dernier tiers, ils sont un peu perdus, un peu bouleversés. Donc, c'est vrai qu'en effet, Mourinho, Ole qui est arrivé, alors que Ole, quand il jouait à Molde, il était dans un système offensif, donc dans un 4-3-3. Il est arrivé, il a trouvé le 4-2-3-1 de Mourinho, pouf, il a continué. Ten Hag également, pouf, il a continué. Donc oui, franchement, il y en a plein qui critiquent Ruben. Et d'ailleurs, j'ai vu une interview d'un supporter de Manchester United qui a commencé à s'agacer en se disant que Ruben est un tocard. Il l'a insulté littéralement en disant que c'est un tocard. Franchement, il faut qu'on se débarrasse de lui, sinon on va être relégable. Et que si on avait perdu contre Southampton, on allait se retrouver 15e. Donc oui, tout ça c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier le fait que nous sommes en train de changer de dispositif, de système. Également, nous sommes en train de véhiculer une nouvelle façon de penser. Parce que là, on avait un 4-2-3-1, on était surtout bas, bloc bas, on attendait que l'équipe adverse fasse un faux pas, on prenait la balle, contre-attaque, 2 passes, but. Donc là, il faut changer l'ensemble. Et comme il l'a dit, en 15 matchs, nous avons eu pour l'instant que 7 entraînements. Donc clairement, c'est trop peu suffisant. C'est trop peu, c'est insuffisant pour pouvoir dire que oui, on est en train de travailler. Donc Rasmus, selon lui, c'est surtout toute l'équipe, mais il espère que derrière, on va gommer ça. Guys, je vais vous donner une statistique. Tenez-vous bien. Le joueur le plus prolifique, je ne sais pas si c'est le joueur ou l'attaquant, je crois que c'est l'attaquant, un truc comme ça. L'attaquant le plus prolifique de PL, c'est Rasmus. Incroyable, mais vrai. C'est-à-dire, si on comptabilise le ratio d'occasion reçue et conversion, Rasmus est tout premier. C'est le number 1. C'est le first. Incroyable, mais vrai. En fait, j'ai envie de vous dire, Rasmus, c'est oui et non. Parce que de 1, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de service, et ça, on l'a dit à plusieurs reprises. On ne donne pas assez de passes. Pendant que Haaland, parenthèse, qui a prolongé 10 ans. 10 ans. No comment. Bref, pendant que Haaland a occasion sur occasion, même contre nous, le nombre de fois que Haaland, il a cage vide, il le rate, il te tape en l'air, c'est pas grave. Parce que juste après, derrière, il y a une autre nouvelle occasion qui va arriver. Encore et encore et encore et encore. Et au final, il peut dans le même match te rater, 10 occasions. Mais, bien sûr, c'est une hyperbole. Te rater 10 occasions, mais finir quand même tout de même avec un triplé. Alors que Rasmus, c'est une occasion. En réalité, quand on regarde bien, c'est une occasion. Mais le revers de la médaille, c'est que Rasmus n'est justement pas capable de maintenir le ballon pour pouvoir lancer les ailiers
pour être finalement en situation favorable. Parce que tout commence par lui. S'il reçoit le ballon, s'il est capable de la contenir, s'il est capable donc de lancer ses ailiers sur orbite, derrière, ils vont aller, et comme on l'a vu régulièrement, ces derniers temps en tout cas, quand les ailiers arrivent, maintenant on ne frappe plus, comme sous Tena où on arrivait bam bam bam. Ils arrivent, ils vont lui faire une passe en retrait, il va finaliser. Mais si dès la base, il n'est pas capable de contrôler le ballon, se retourner et lancer les ailiers, problématique. Franchement problématique. Et donc, voici les points en tout cas marquants de la conférence de presse. Cet entraînement, c'est vraiment insuffisant. Mais voici donc en gros donc, les faits marquants de cette conférence de presse. On va passer rapidement à la compo et à la prédiction. Alors guys, au vu de la conférence de presse, je vous dirais qu'il ira probablement avec cette compo-là. Donc Onana garde sa place. Je crois qu'Onana va jouer en Première Ligue et que peut-être Ben Yedder va intégrer l'Europa League, c'est-à-dire que Ben Yedder va commencer à jouer la FA Cup et l'Europa League, ou alors on verra toujours Onana en Première Ligue et en Europa, et Ben Yedder va conserver la FA Cup, peut-être. Mais dans tous les cas, quoi qu'il en soit, je me dis, encore une fois, on a vu un très bon Onana la dernière fois contre Southampton. C'est Onana qui nous a permis de maintenir la tête hors de l'eau. Dans le cas contraire, il y avait déjà 3-0 à la mi-temps. Et le match était gone, plié. Donc Onana dans les cages. Vu la sale soirée de Lenny Yoro, je me dis qu'on a voulu faire opposer Maguire. Donc forcément, Delirte repasse à droite. Maguire réintègre le 11. Martinez. Dalot qui était suspendu lors du dernier match revient bien évidemment. Ça aussi c'est un point. Certes, on a tendance à critiquer Dalot à plusieurs reprises. Mais est-ce que justement le fait qu'il soit donc suspendu, le fait que justement cela a un peu heurté les automatismes, est-ce que cela ne nous a pas porté défaut? Ça peut être également une solution. Enfin, le retour de Dalot. Bien qu'il n'est pas fameux, mais voilà, puisqu'il a fallu créer un décalage Mazraoui à gauche, donc bon, peut-être que ça a un peu déséquilibré l'équipe. Donc Dalot, et là, franchement, je me dis pourquoi pas ne pas mettre, parce que guys, Brighton, c'est chaud. Hein. Brighton, je suis allé regarder, guys, ils ont gagné, à ma connaissance, ils ont gagné les 4 derniers matchs sur les 5 dernières rencontres. C'est-à-dire que là, depuis que Ten Hag est arrivé, juste avant que Ten Hag arrive, on les a battus aller-retour. Donc on les a battus sous Olé, juste avant qu'il ne soit parti, qu'il ne soit licencié. On les a battus également en février donc 2022 avec Rangnick. Ten Hag arrive, premier match, on le perd de 1. Au match d'après, on le perd 4-0. Certes, entre-temps, il y a peut-être la qualification 0-0, mais c'est une qualification au tir au but. Mais en attendant, voilà. Ensuite 4-0, ensuite ils nous ont encore fait le doublé. Donc Ten Hag, on les a battus l'année dernière. Non pas le doublé parce qu'on les a battus l'année dernière. L'année dernière en fin de saison, le dernier match, c'était 2-0 donc pour Manchester United chez eux. Mais en tout cas, on n'a pas battu donc Brighton chez nous à Old Trafford depuis 2022. Depuis février 2022, cela fait 3 ans. Ils viennent, voilà. Donc pour moi, est-ce que la solution ne serait pas plutôt justement de... Puisque Ugarte, il est fatigué, est-ce que ce ne serait pas justement la solution de contenir ce milieu de terrain, les Mitoma, et vraiment d'avoir un Colliers et un Ugarte? Parce que dans le cas où Ugarte est isolé, esselé, ça va être compliqué. Et en réalité, je suis désolé que ce soit Bruno ou même Kobbie Mainoo, l'apport défensif qu'ils doivent amener pour aider donc Ugarte, c'est compliqué. Mais si celui-ci est fatigué, je me dis justement, parce qu'il est fatigué, Colliers, c'est pas un joueur sans sas, hein, vous le savez, j'estime, bon, je dois encore le voir progresser, mais pour l'instant, dans mon inconscient, voire même dans mon subconscient, c'est le petit frère de McTominay. Maintenant, il récupère des ballons. Après, il va te faire des passes latérales, des passes en arrière, un peu comme McTominay, mais il récupère le ballon. Chose que McTominay ne faisait pas. McTominay, il ne faisait pas les ballons, il faisait des fautes tout le temps. Mais donc, il récupère des ballons. Et je me dis justement, histoire d'apporter ce soutien, cet appui, Ugarte, qui est fatigué, mais il ne le fera pas. Donc, je pense qu'il ira avec un Ugarte Mainoo, probablement. Un Mazraoui qui va jouer piston gauche. Est-ce que justement,
la meilleure défense, c'est pas l'attaque. La meilleure défense ne serait pas l'attaque. C'est-à-dire que justement, au lieu d'avoir deux pistons, encore une fois, à vocation défensive, ne pas mettre Anthony, par exemple. Je le mettrais bien dans ce match. Mais après, il a dit que pour l'instant, il a déjà dit dans une conférence de presse, que pour l'instant, il va d'abord solidifier la défense. Mais à long terme, nous allons évoluer dans un système, donc toujours en 3-4-3, toujours dans un système 3-4-3, mais ce sera plutôt des ailiers qui seront donc sur les côtés, comme Amad a été contre Southampton. Et donc, Amad Diallo va aller devant d'un cran, Bruno Fernandes, et puis probablement qu'il ira avec Højlund. J'estime que c'est une erreur. Il faudrait aller avec Xherzi, mais probablement qu'il ira avec Højlund. Donc, guys, pronostic. Si jamais Manchester United est soi-disant fatigué ou bien moralement, ça ne va pas, on perd ce match. Et d'ailleurs, je suis désolé, mais mon pronostic, cette fois-ci, je dirais malheureusement, j'espère vraiment de tout cœur me tromper, mais je vous dirais, au vu du fait que Ugarte soit fatigué, au vu du fait que nous ayons donc brûlé beaucoup d'énergie, je dirais 2-1 pour Brighton. Et j'espère vraiment, honnêtement, vous le savez, j'aime pas pronostiquer une défaite contre Manchester United. Mais je me dis que cette équipe de Brighton, ils viennent régulièrement à Manchester, ils viennent nous battre. Le syndrome de l'habitude. Et justement, j'espère me tromper. Et je dirais 2-1 pour Brighton. Si jamais je me trompe, je serais ravi. Mais c'est juste en fait le fait que Ugarte soit carbonisé en fait. Pour moi, c'est juste ça. S'il était en pleine capacité de ses moyens. Parce qu'il a souligné également que contre Liverpool, les deux meilleurs joueurs, c'était justement Ugarte selon lui et Bruno Fernandes. Et il a souligné juste après que ces deux joueurs étaient suspendus contre Newcastle. Donc ils n'ont pas joué contre Newcastle. Conclusion, ils étaient beaucoup plus frais. Et donc là, si Ugarte est déjà carbonisé là maintenant, je me dis que c'est problématique. Voilà. Donc on espère voir encore une fois un grand match d'Amad Diallo. Il a déjà marqué au match aller. On espère voir un grand match d'Amad Diallo. Et puis bon ben voilà. Donc j'aimerais vous dire autre chose. Mais allez, pour l'instant je garde le 2-1 pour Brighton. J'espère vraiment me tromper. Guys, merci d'être venus jusqu'ici. Prenez soin de vous. Et je vous dis bien évidemment à la prochaine. Ciao, ciao.